sais que les gens ont une image de Astier où ils le trouvent assez insupportable et effectivement, en interview quand même, il est insupportable parce qu'il fait son petit je sais tout, mais en fait il est dans un effet, je trouve, assez Denny Kruger enfin pour ceux qui connaîtraient pas l'effet Dunning-Kruger là, j'ai l'impression que Astier, il est un peu dans cette vallée là aussi qui est ce pic vraiment. Le pic de l'ignorance, en fait, pour ceux qui connaîtraient pas, c'est la confiance en soi quand on parle d'un sujet en termes en ordonnée, et en axis, c'est la connaissance réelle qu'on peut avoir. Et pour moi, il est un peu dans cet effet-là où j'ai l'impression qu'il est là, globalement, et il a beaucoup de confiance en lui dans un sujet où j'ai l'impression qu'il y connaît quand même, qu'il s'y connaît un petit peu, mais qu'en fait, il fait beaucoup crari, il y connaît énormément sur tel sujet. Et je trouve qu'effectivement, alors, après voilà, son côté, Meurine, tu mentionnes son côté touche à tout et le côté où il fait tout dans son film. Moi, je veux dire, je suis pas contre évidemment s'il est bon pour tout faire. Moi, je trouve qu'il est bon que pour la musique et qu'il est pas très bon pour l'écriture ni pour la réalisation, mais et qu'il est plutôt correct en termes d'acting. Mais pourquoi pas finalement de faire un peu tous les rôles. Hong Sang-soo, moi j'ai vu le carton à la fin de Hong Sang-soo, c'était vraiment écrit qu'il avait quasiment tout fait, quoi, qu'il avait écrit, réalisé, produit, fait la musique. Fait le montage, enfin vraiment, et je trouve que effectivement c'est chouette en vrai de voir à quel point il est sur tous les plateaux, il est sur tous les rôles, et que au moins il a une compréhension de tous les rôles. Et c'est pour ça que moi ça m'intéresse de voir ce qu'il peut avoir à dire sur tous les rôles du cinéma. Alors après à voir, parce que même si il est pas très très bon, au moins il a quand même une certaine maîtrise de tout ce qu'il dit, et au moins il sait à peu près ce qu'il raconte, quoi. Et moi c'est toujours un truc que je regrette à chaque fois des interviews de réalisateurs, c'est quand ils n'ont rien à raconter. Ça peut arriver, c'est souvent, moi je me plains souvent ici des interviews d'acteurs qui n'ont rien à raconter, mais quand un réalisateur n'a rien à raconter, c'est vraiment très très sombre, quoi. C'est vraiment très 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 malheureux, et je trouve qu'à chaque fois avoir des réalisateurs qui n'ont absolument rien à raconter, c'est pire que d'avoir un acteur qui n'a rien à raconter, quoi, clairement. Et je trouve que là, Astier, je suis intéressé par ça, je suis intéressé de voir ce qu'il a à dire au niveau du montage, voilà, ce qu'il a à dire sur ce qu'il consomme sur YouTube, etc., ses premiers courts-métrages, tout ça, un peu rien à foutre, mais ce qu'il a à dire sur le montage, ce qu'il a à dire sur plein de trucs, ça peut m'intéresser. Donc voilà, quoi. Tout ça pour prendre un film avec une DA puis du fou. Oui, voilà. Donc c'est pour ça. En fait, quelque part, Astier, je trouve que c'est le représentant parfait du fait qu'il faut quand même parfois un petit peu déléguer. Ne serait-ce que, et c'est pas un truc de vouloir chercher les meilleurs talents possibles parce qu'on ne peut pas le faire, mais c'est aussi tout simplement parce que on n'a pas du talent partout. C'est un peu compliqué, et je trouve qu'il y a des gens qui sont des excellents réalisateurs mais qui sont des très mauvais scénaristes. Il y a des gens c'est l'inverse. Il y a des gens c'est le contraire. Il y a des gens ils sont parfaits sur beaucoup de rôles. Enfin voilà, quoi. C'est intéressant la plupart du temps, mais là j'ai l'impression qu'il s'entend parler et que ça fait kiffer. Oui, voilà, après qu'il ait un ego, c'est pas si grave que ça, les gens. Enfin, tout le monde a un ego, tout le monde est vraiment en ego trip total, surtout quand tu viens de faire un film de cinéma et que tu l'as produit et que t'es derrière et que les gens viennent pour toi particulièrement. Quand même, c'est plutôt chouette, je pense, pour lui, et puis je pense qu'il passe un bon moment et que, mine de rien, la promo, c'est quand même un exercice plutôt sympa, et puis voilà, quoi. Donc voyons voir un petit peu ce qu'il a à dire, ce cher Alexandre Astier. Et j'espère que le volume sera assez fort. Encore une fois, j'ai pas de retour son vraiment très très fort, quoi. Il y a des gens très talentueux, alors on aime leur ego comme Kojima. Oui, voilà. Kojima, par exemple, on adore son ego, mais parce que il est ultra talentueux et que vas-y, c'est pas si grave que ça s'il met son nom partout et que il va faire un film qu'avec ses copains, quoi. Astier, c'est un peu la même chose. Mais la différence elle est au niveau du travail qui est fait, au niveau du fait que Kojima il sait ses failles, il sait que c'est pas un très bon acteur, du coup il joue pas dans ses propres films, donc voilà, quoi. Voilà. Et puis malgré tout ce qu'on peut dire sur le mec, il amène tout de même une forme de ciné assez ambitieuse dans le cinéma. Je suis un peu d'accord quand même, enfin il y a un truc où il est un peu en dehors de... même si népotisme à fond, etc. bien sûr, il est un peu en dehors quand même du cadre du cinéma en mode Studio Canal, Shifumi, tout ça. Il a des amis là-dedans, bien sûr, mais il est un petit peu en dehors de tout ce cadre-là. Il fait des trucs dans son coin, entre guillemets, même s'il a des grosses prods dessus, et il arrive quand même à produire ses projets. Ne serait-ce que pour ça, que pour le côté très indépendant et vouloir faire ses projets à sa sauce, à sa manière, avec le moins possible de studios qui essayent vraiment de chapeauter ce qu'il fait.
Ne serait-ce que pour ça, j'ai un petit peu de respect pour lui. Maintenant, j'aime pas ce qu'il fait. C'est juste ça, en fait. C'est possible de dire, j'ai du respect pour ce qu'il fait, j'ai du respect pour tout ce qui est produit, mais maintenant, j'aime pas ce qu'il fait. C'est juste ça, quoi. Si vous voulez, on est beaucoup à dire séparer l'homme de l'artiste, quand c'est un homme cruel qui fait des super films, quand c'est un homme absolument atroce, mais qui a fait des chefs-d'œuvre. Alexandre Astier, je suis un peu sur l'inverse, c'est que je me dis, c'est probablement un type très sympa, peut-être insupportable, peut-être égo trip, peut-être horrible, mais j'aime pas ses films. Donc vraiment, je pense que c'est un peu ça. Kevin Smith, par exemple, je suis beaucoup là-dedans, où je trouve que c'est un type très sympa, hein, très, très bien sur tout rapport, qui a l'air vraiment assez adorable. Reste que ses films parfois m'emmerdent, quoi. Vraiment. T'aimes pas ça? Voilà. Par contre, là où je trouve que c'est vraiment assez brillantissime, c'est que ces Astérix sont super. Ces deux Astérix, le domaine des dieux et le secret de la potion magique, sont vraiment excellents. Mais pour le coup, pourquoi? Parce qu'il a su déléguer auprès de Louis Clichy, qui était un animateur qui a bossé chez Pixar notamment, et que effectivement, il a su déléguer parce qu'il sait pas faire de l'animation, et que bah, c'est des films en termes d'animation, c'est vraiment super. Ça se libère de beaucoup de carcans de ce que sait faire Astier de base. Il est pas seul à l'écriture parce qu'en fait, c'est beaucoup écrit grâce à ses acteurs, parce que bah, le procédé vocal fait que c'est écrit grâce à eux, et globalement, c'est vraiment un truc où il rentre aussi, comme c'est une adaptation, dans l'univers de l'œuvre, dans l'univers d'Astérix. Et il a fait, bah, pour moi, les meilleurs films Astérix. Domaine des dieux et le secret de la potion magique, c'est les meilleurs films Astérix. Et j'ai pas envie de rajouter un depuis machin, ou même depuis Mission Cléopâtre, depuis 12 travaux d'Astérix, tout ça. Non, pour moi, c'est les meilleurs films Astérix. C'est ceux qui vraiment arrivent bien à retranscrire toute l'ambiance d'Astérix et à en même temps inventer quelque chose de nouveau, en même temps quelque chose d'assez unique. Et c'est, pour moi, les meilleurs films Astérix. Alors, les autres, il y en a des biens, bien sûr. 12 travaux, j'ai adoré. Enfin, voilà. Mission Cléopâtre, c'est plutôt sympa. Mais pour moi, c'est Astier qui fait vraiment les meilleurs films Astérix. Alors, et parce qu'il n'est pas tout seul. Parce qu'il est épaulé de plein de gens, d'animateurs, et que c'est pas le seul à la barre. Et l'animation fait que quand on fait du cinéma, on n'est pas tout seul et on est obligé de déléguer. Alors que le cinéma de fiction, live action, fait que généralement on peut être reclus sur soi-même, on peut être seul à la barre, on peut faire le film dans son coin et on peut vraiment faire un film comme on l'entend, et de toute manière le réel on l'écoute tout le temps, alors que l'animation, bah, les animateurs vont beaucoup participer pour faire des séquences et pour les mettre à leur guise. Moi je connais des gens qui travaillent dans l'animation et qui en fait, les storyboarders globalement c'est des sortes de mini-réals, quoi. C'est des gens qui vont choisir comment ils réaliser telle scène, et c'est assez magnifique. Alors ça fait que parfois il y a des films assez fouillis. Là récemment j'ai pu regarder Killer of Killers. Je trouve que c'est un film, Predator Killer of Killers, je trouve que c'est un film où typiquement c'est un peu ça, c'est à dire qu'on voit que chaque animateur a voulu faire une séquence vraiment trop bien faite, et je trouve qu'il y a un problème de rythme du coup, parce que toutes les séquences sont bien faites et il n'y a aucune virgule de pause, et qu'il y a vraiment un souci où chaque animateur a fait sa séquence comme si c'était la dernière séquence qu'il animait, quoi, et qu'il a tout mis dedans. Mais bah, là comme c'est bien dirigé du coup par alors du coup de ce que j'ai compris du processus créatif autour de Domaine des dieux et de Secret de la potion magique, c'est que bah, c'est Astier qui écrit les dialogues et qui dirige les comédiens et qui dirige un petit peu le rythme, etc. Et que à côté, c'est Louis Clichy qui réalise vraiment en termes d'animation, en termes de tout ce qui se passe visuellement, et bah pour le coup, c'est un bon tandem, quoi. C'est vraiment un très très bon tandem. Mais je pense que Astier, il fonctionne. Astier, en fait, le problème qu'il a, c'est que c'est un mec qui a un ego trip de baiser, mais qui est très bon quand il fonctionne en tandem, quoi. Et c'est dommage, parce que bah du coup ça va pas dedans, quoi. Vraiment. T'as vu son film avec Jane? Non, que ma joie demeure, c'est ça? Je l'ai pas vu malheureusement. Mais en soi, moi de Astier, j'ai juste vu la première saison de Kaamelott. Pas un rire n'a été décroché de ma bouche. Le premier film Kaamelott et bah, les deux films Astérix qui sont, comme j'ai dit, super bien, quoi. Super bien. Donc bon, voyons voir ce qu'il a à dire d'un point de vue technique sur chaque étape de création d'un film. C'est Monsieur et Madame Adamsen?
Je confonds peut-être avec monsieur et madame Adelman, là, avec Bedos. J'ai des petites surfaces comme ça de contrôle générique, avec des gros boutons ronds et des lumières et des machins qui ne font rien, et qu'il faut programmer pour qu'elles fassent des choses. Donc la dernière chose que j'ai faite... David et madame Hansen, ok, oui, c'est celui-là, c'est celui-là. C'est programmer ce truc-là pour que ce gros bouton-là, sur Logic Pro, qui est le logiciel de musique sur lequel je travaille la composition, me fasse faire un scrolling dans ce sens-là, que quand j'appuie dessus, ça mute la piste. Et puis l'autre, ici, là, ça manipule une interface audio que j'ai qui s'appelle Metricalo, je passe avec des interfaces qui s'appellent Metricalo, et qui s'occupe aussi du volume général, et que quand j'appuie ici, je passe de stéréo simple à LCR, donc... Ça, vous voyez, enfin, j'ai compris tout ce qu'il a dit, absolument tout ce qu'il a dit. Et effectivement, ça peut paraître, parce que moi aussi, ce qui m'a attiré, c'est le titre en mode l'interview très très technique d'Alexandre Astier. Et moi, évidemment, je comprends tout ce qu'il dit, parce que je connais, je sais que LCR, c'est un truc en mode left, center, right, tout ça. Je comprends tout ce qu'il a dit, reste que, bah, frérot, t'es chez Brut sur internet, explique un peu plus ce que tu dis, prends un petit peu plus de temps pour parler, mais là, c'est juste qu'il est en mode branlette. Moi aussi, évidemment, je pourrais, enfin, typiquement, il y a eu une micro-partie dans le bingo avec Alex Pilote, où on parlait un petit peu David, etc. On balançait un petit peu des termes pour parler notre langage à nous, entre monteurs. Et évidemment, il y a plein de trucs où on discute un peu de termes techniques, et c'est sympa quand on est dans un cadre de discussion. Là, quand on est dans un cadre vraiment d'interview avec de la pédagogie, où il est censé y avoir un peu de vulgarisation, comme tu dis, Megamagus, bah, effectivement, t'es censé quand même être un peu plus carré sur ce que t'essayes de dire, être un peu moins surcomplexifier ton propos. J'ai l'impression, si vous voulez, de voir Tenet de Christopher Nolan, c'est-à-dire que le concept est très simple. Le concept est très simple, c'est là ce qu'il dit, c'est qu'en gros, quand il appuie sur un bouton, il passe d'un point de vue stéréo à un point de vue avec d'un point de vue stéréo. Il passe de pistes stéréo à des pistes qu'il peut mettre sur la gauche, la droite, le centre, etc. en mode 5 points, si vous voulez. J'ai pas fini ce qu'il a dit, ça se trouve c'est un peu plus précis que ça, mais voilà, en gros il dit ça. Et il dit, oui, j'ai mis des macros pour que quand j'appuie sur ça, ça fait ça. Voilà, juste ça. Mais comme il surcomplexifie un peu ce qu'il dit, encore une fois, on est dans un cas Tenet, où Tenet, l'histoire elle est simple, ça va en avant, ça va en arrière, mais il a voulu mettre des trucs il a voulu très mal expliquer pour faire en sorte que les gens pensent que c'est plus complexe que ça ne l'est, quoi. Gauche, droite, centre et caisson. Donc c'est pour switcher entre un son plus simple et un son un peu plus complet. J'ai rien compris. Oui, mais vous me posez des questions, je vous réponds. J'ai les gens en commentaire, si vous avez compris, n'hésitez pas. Bon, il y en a qui soutenez-moi. Ceux qui ont compris, soutenez-moi et dites que je suis pas un taré. Merci. J'ai compris, t'es un taré. Les intérêts d'Alexandre Astier, il y en a pas mal, alors moi je voulais que celle-ci soit un peu différente. J'ai donc décidé de parler avec lui de cinéma, en discutant de la façon dont il fabrique ses films, quitte à être parfois pointu. C'est technique, hein, okay. Mais bon, allons-y. Donc du coup après je vais chercher ma waveform de truc et je me dis à mon avis là c'est bien, ça devait être une bécane, celle de Star Wars à l'époque. Pour mon premier film on aurait pu m'épargner un peu ça. De long fallait pas qu'il se tire parce qu'il a découvert. Mais ça pareil, typiquement il parle de waveform. Waveform c'est ultra simple à comprendre, c'est juste que c'est quelque chose de très visuel et que c'est dur en fait de l'expliquer comme ça, de but en blanc, avec vraiment une interview par texte, parce que waveform c'est ultra simple, les gens qui ont fait un petit peu de montage savent à peu près ce que c'est forme d'onde, hein, mais globalement waveform c'est un truc où en fait vous avez, voilà c'est ça, c'est-à-dire que c'est la forme de l'audio avec vraiment des montées dès qu'il y a un gros son qui est là, et plus le son est fort, plus la waveform est haute, etc. C'est juste ça, c'est vraiment juste ça, c'est le spectre audio, voilà, c'est une onde sonore, ce que vous voulez pour en parler, mais lui il dit la waveform, et au lieu d'expliquer un petit peu ce terme là qui est pas non plus effectivement le plus complexe du monde, mais au lieu de prendre un petit peu de temps pour expliquer, ben il dit ça comme ça, quoi. Donc bon, voilà, les gens qui ont déjà été sur SoundCloud, c'est une waveform, elle n'est pas dupliquée en haut et en bas, mais c'est une waveform globalement, et voilà quoi. Des monteurs, puis c'est comme ça. Vous envisagez de lancer une autre série? Oui, elle s'appelle Bascar. Bonjour. On va discuter ensemble parce que sort au cinéma Kaamelott. Le dialogue, c'est quelque chose que vous maîtrisez, hein? Je sais pas. Alors, est-ce que ces dialogues, on s'en fout pas? Moi, j'ai envie de voir un peu ce qu'il a à en dire sur le rythme, parce que globalement, les dialogues, il est revenu 50 fois dessus. Moi, j'ai envie de voir comment il bosse son rythme, en fait, finalement. Alexandre, c'est très beau sourire, finalement, sur ce moment-là. Très, très beau sourire. Mais pour revenir au rythme, effectivement, il y a une grosse différence entre, disons, allez, pour caricaturer... J'ai mis en 1.5, hein, les gens. Le premier épisode de Kaamelott, et là... C'est aussi ça, hein, pardon, j'ai mis en 1.5, donc c'est pour ça peut-être qu'il va sembler encore plus insupportable à pas répéter ce qu'il dit, mais
Vous inquiétez pas les gens, j'ai mis en 1.5, c'est pas sa faute, j'ai envie de dire. La partie 2 de Kaamelott, c'est évidemment la durée, et le rythme doit s'adapter, c'est-à-dire qu'on peut pas, à mon avis, mitrailler comme ça pendant 3 minutes, ça va, pendant 2 heures et quelques, et là c'est flagrant, je trouve, dans le film, c'est qu'il y a des moments justement où on voit les décors, il y a aussi du silence, j'ai l'impression, pour qu'on voit le décorum, tout ça. Est-ce que vous avez appréhendé l'objet Kaamelott de 3 minutes et l'objet... Ça m'intéresse un petit peu, parce qu'effectivement, tu peux pas passer, alors certes sur les dernières saisons, il passait un peu plus de temps, c'était des épisodes de 20-50 minutes, je crois, il me semble, sur la saison 5, saison 6, quelque chose du genre, si je ne me trompe pas, les fans de Kaamelott me corrigeront, les amis choufins me corrigeront, mais globalement, moi, ça m'intéresse un petit peu de voir effectivement comment tu changes de rythme par rapport à ça, parce que généralement, le passage d'une série à un film, les gens en fait voient ça comme un film, mais un peu plus long, quoi. Sauf que c'est pas exactement ça, quoi. C'est pas exactement le même format. Donc ça m'intéresse de voir ce qu'il va dire. Est-ce que vous l'appréhendez de manière différente ou pas? Surtout que là, il a pas fait un film, enfin, il est pas passé de 50 minutes à 1h20, quoi. Là, il est passé à 2h et quelques, quoi. La difficulté, c'est le cours. C'était ça qui était difficile, raconter une histoire découpée en 100 morceaux, avec l'impression de saucissonner un propos, ça m'a pas toujours été très agréable, et c'était peut-être ça qui était... C'est pour ça que, d'ailleurs, moi, du coup, pour avoir vu la première saison, c'est des épisodes indépendants, et c'est très dur d'ailleurs de gérer un rythme de série, c'est-à-dire que moi je sais qu'il y avait des interviews notamment de gens qui avaient travaillé pour Netflix, etc. Je sais plus exactement qui, peut-être Soderbergh, je sais plus, mais qui avaient travaillé voilà pour les plateformes, tout ça, et qui avaient dit en fait moi ce qui me fait chier c'est de voir que on a la possibilité sur Netflix et sur les autres plateformes tout ça d'offrir un film voilà d'1h30 et de pouvoir peut-être potentiellement également le retravailler en mini-série de 4 épisodes avec du coup un peu plus de temps, avec du coup une autre expérience de visionnage, chose qui est impossible à faire au cinéma et qui est impossible à faire également à la télévision. C'est impossible de faire ça à la télévision aussi. Il y a eu déjà des trucs, notamment je crois qu'il y a Le Parrain qui a été retravaillé en mini-série de 5 ou 6 épisodes, je sais plus exactement, voilà, il y a eu des retravails comme ça et des retravaux de films et de séries, enfin voilà, très bien. Mais là, moi, ce que je vois, c'est beaucoup que, comment dire, effectivement, sur Netflix, on a cette possibilité-là de pouvoir retravailler un film pour que ça soit un peu plus, un film pour le retravailler en série ou l'inverse, ou faire en sorte qu'une série soit retravaillée en film. Généralement, le passage de la série au film peut être un petit peu compliqué, on l'a vu avec Vaiana 2 qui de base était censé être une série Disney plus, et en fait au final au milieu de la production ils se sont dit finalement on peut en faire un film en fait de tout ça, c'est un peu inintéressant de le faire en série, on le fait en film, et donc ça fait qu'effectivement c'est un peu compliqué de le retravailler comme ça en film et en long métrage, et on sent les coupes en fait, les coupes entre les épisodes, on sent que c'est des arcs différents. Là effectivement comme il le mentionne, c'est de base Kaamelott c'était des épisodes de 3 minutes, qu'est-ce que tu fais comme propos sur 3 minutes, qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu fais vraiment comme arc de personnage sur 3 minutes, sachant que des gens ont peut-être vu 3 minutes par-ci, 3 minutes par-là, 3 minutes par-ci, 3 minutes par-là, qu'est-ce que tu dis en fait? Et là, c'est pour ça que pouvoir se poser sur un film et se dire, voilà, là, il y a un film de 2h30 où on va tout explorer, etc., c'est plus intéressant, je trouve, effectivement. Et moi, c'est un truc où, bien évidemment, il y a des mini-séries que j'adore. Il y a des mini-séries vraiment avec des très courts épisodes où je trouve que c'est génial. Et c'est trop chouette de voir que ça essaye quand même de développer un petit propos sur des 3 minutes, etc. Sur YouTube, il y en a beaucoup qui font ça, notamment dans l'animation. Par exemple, je pense à Kiksama avec Mini Yannick qui essaye vraiment de développer un lore sur... parfois des pastilles de 3 minutes et tout, c'est vraiment assez impressionnant pour les moyens qu'il a, mais clairement là effectivement ce film là il faut le juger comme étant un film de cinéma et pas comme étant une série un peu plus longue, et c'est un peu le problème, c'est que moi je trouve que c'est une série un peu plus longue ces premiers épisodes, ces premiers films de Kaamelott là, donc à voir un peu, encore une fois j'ai pas encore vu le deuxième, ça se trouve il est un peu mieux, moi de ce que j'ai compris il est un peu mieux, mais à voir un petit peu. C'était Irishman en mini-série. Non, Irishman, le truc c'est qu'il y a des fans qui ont fait en sorte que pour les gens qui étaient pas super fans du fait de regarder des films, surtout que là c'était un film vraiment de 3 heures, voilà, les gens pourraient se dire ah c'est un peu long, etc. Il y a des fans qui ont fait en sorte de dire voilà, regardez comme ça Irishman en tant que mini-série. Et en vrai, moi je me dis vas-y, pourquoi pas? C'est-à-dire que les gens sont maîtres de comment ils regardent un film. Il y a quelqu'un, c'était le compte de, je crois, de Doom, où en fait à un moment il y avait quelqu'un qui disait ah j'en ai marre d'avoir que des gadgets dans mes Doom, etc. Je veux avoir juste un gameplay au shotgun, et puis voilà. Et Doom qui répondait
tu contrôles les boutons sur lesquels tu appuies. Bah, sur Netflix, vu qu'il y a un côté un peu plus presque gamifié de la part de Netflix, vu que bah, vous êtes en contrôle de ce que vous regardez. Là, tout à l'heure, j'ai regardé un film. J'avais des moments où je me disais, putain, là, attends, j'étais un peu déconcentré, je reviens en arrière. Vu qu'on a ce contrôle-là et que c'est un peu plus interactif chez soi, bah, évidemment, vous pouvez le regarder comme vous voulez. Je vais pas juger de dire, vous l'avez mal regardé, entre guillemets. Vous le regardez comme vous voulez. Si vous voulez regarder Irishman en vocal Discord avec des amis, faites-le. Et si vous voulez le regarder en mini-série, faites-le. Ce n'est pas l'expérience voulue par le réalisateur, ce n'est pas l'expérience voulue par le créatif, mais vas-y, moi je défends la VF, donc je vais pas dire que c'est mauvais de regarder Irishman en tant que mini-série de 40 minutes par épisode. Je me dis oui, bon, les gens font ce qu'ils veulent, les gens n'ont pas forcément le temps de se poser pendant, je crois qu'en plus c'est genre 3h20, 3h30, un truc du genre, se poser 3h30 d'affilée devant un film, le temps d'attention, etc. En plus, je crois qu'après, il y a un truc en mode chapitre, l'influence de l'ère TikTok sur le cinéma et qu'il a des trucs à dire, donc voilà. Mais en tout cas, les gens regardent comme ils veulent, s'il y a des moments où ils sont un peu sur leur téléphone. Moi, ça m'arrive devant des chefs-d'œuvre en plus, hein, parfois d'être sur mon téléphone parce que bah, je me dis bon, là, il se passe pas grand-chose. Et après, je re-rentre quand même facilement dans le film, quoi. C'est après au film de garder une intensité qui fait que t'as envie de le regarder, quoi, bien sûr. Plus dur et le moins naturel. Parce qu'en revanche, en 3 minutes, si vous commencez à étendre les trucs, en fait, vous arrivez au bout, vous n'arrivez même pas à boucler, en fait. Donc, au cinéma, Kaamelott, au contraire, je réfléchis moins, parce que ça peut tout supporter. C'est naturel, en fait. Ah, c'est un peu le problème, en fait. En fait, moi, c'est un peu le souci que j'aurais, c'est que se dire, ouais, au cinéma, je réfléchis moins, c'est un peu, selon moi, un souci. Parce que si tu réfléchis moins au cinéma, non, le cinéma, c'est censé être le moment où tu réfléchis presque encore plus. Alors, évidemment, il y a de l'organicité dans le cinéma, il y a des trucs, voilà, il y a des trucs où c'est, comment dire, vous faites ce que vous voulez, bien sûr. Mais moi, je trouve que effectivement, au cinéma, t'es censé quand même être un peu plus présent et t'es censé quand même être un peu plus alerte de ce que tu fais, quoi. Et si juste tu te laisses guider comme ça et que tu te dis oui, en fait, finalement, c'est une série mais sans les contraintes de la série. Ouais, pour moi, c'est presque l'inverse, quoi. Pour moi, il y a plus de contraintes au cinéma parce qu'il y a tellement de choses à gérer, tellement de choses à faire que la série, c'est censé être plus tranquille, quoi. Bien sûr. C'est plus dur à rythmer un film que des scènes de ménage quand même. Oui, voilà, c'est-à-dire que en fait, les scènes de ménage, les caméras café, les Kaamelott, qui en soi, Kaamelott rentre dedans, puisque à la base, Kaamelott est censé remplacer caméra café et que c'est à peu près le même rythme que scène de ménage. Bah, c'est une blague que tu développes à peu près, et puis voilà. Et en fait, t'es très condensé en termes de rythme, donc en fait, très rapidement, tu dis, bah en fait, j'ai une blague avec une punchline, et puis voilà. Et c'est tout, quoi. Et t'as des contraintes, évidemment. Je vais pas dire qu'il y a pas de contraintes dans la série. Il y en a énormément. Mais pour moi, un film de cinéma, t'es censé... t'en as beaucoup à t'imposer aussi toi-même. Si tu t'en imposes pas, ça veut dire que... Enfin, oui, c'est un peu plus libre en termes de forme, évidemment, le cinéma. Tu peux filmer 1h30 un arbre et personne ne te dira non, tu ne peux pas faire ça. Mais... Effectivement, on peut que Enfin, c'est à toi aussi de mettre tes propres contraintes. Et si toi-même, tu te dis j'en ai pas, c'est un peu compliqué. Fait à l'écriture, au montage, on vient de sortir d'un truc où par exemple il y a une longue scène dans le deuxième volet, dans cette partie-là, à la table ronde, où tout le monde se crie dessus, où tout le monde t'en jette de partout, parce qu'en plus il y en a qui sont perchés dans des galeries comme ça, d'autres qui sont à la table, ça gueule, ça finit même par se bagarrer. Naturellement à l'écriture on se dit bah là maintenant je voudrais respirer, je voudrais faire respirer le public, je voudrais être, je sais pas moi, dans un champ de blé avec un truc, évidemment parce que ça correspond à l'histoire et que voilà. Mais c'est plus facile. Parce que le cinéma supporte beaucoup plus de choses différentes et on peut prendre son temps. Ouais. Donc ça devient plus naturel. C'est l'exercice d'avant qui était un petit peu plus contre nature. Ouais. Oui, contre nature. C'est vraiment... Enfin, moi je sais que... Enfin, comment dire est-ce qu'il s'est pas entraîné à ça avec la saison 6 de Kaamelott avec des épisodes de 50 minutes? Non, mais très bien, en vrai, qu'il soit passé par le format 50 minutes et que ça soit vraiment, du coup, un gros format et que il soit un peu plus libre, en fait, finalement, avec le format 50 minutes et qu'il puisse faire à peu près ce qu'il enchante par rapport à ça. Maintenant, c'est un peu dommage d'ailleurs de ne pas avoir évoqué ce genre de format-là, de la part du journaliste ou de la part d'Astier, de ne pas avoir évoqué ce format-là pour savoir un peu si effectivement de son point de vue c'était pas un résultat un peu transitoire, j'ai envie de dire. Mais globalement, je pense que effectivement c'est le résultat du second film est contre nature, il a raison. Mais
il parle que d'écriture et pas de mise en scène, de plans et de photos, j'ai l'impression. Bah après là c'est parce que c'est le rythme et comme c'est quelqu'un, enfin comme ça, juste avant il parlait des dialogues qu'il écrivait et de sa manière d'écrire. Je pense que c'est normal qu'il parle vraiment d'écriture à ce moment-là, bien évidemment. Maintenant, j'ai quand même effectivement l'impression que de se dire ouais le rythme était contre nature, bah après c'est des conditions matérielles qui ont fait que ce film, ce projet-là, enfin que cette série-là a pu exister sur le long terme. Qui est voilà très bien, enfin comment dire, qui a aussi des concessions à faire. Et en fait le truc c'est que je pense qu'il s'est trop vu comme maintenant je suis plus libre, donc je fais le truc comme j'ai envie de le faire. Sauf qu'en fait le cinéma c'est aussi des concessions, c'est aussi énormément de concessions, et la majorité des chefs-d'œuvre du cinéma sont nés de concessions, que ça soit fait personnellement ou que ça soit des concessions de la part des producteurs qui disent bah là tu peux pas tourner ce plan là parce qu'on n'a pas de thunes, donc tu vas devoir trouver un autre moyen de faire passer l'information. Et il y a énormément de concessions au cinéma qui sont devenues cultes. Il y a énormément de moments de cinéma où les gens en fait avaient plus de thunes et du coup ils se sont dit bon on va le filmer comme ça parce qu'on n'a pas de thunes en fait. Et donc voilà, et je conseille d'ailleurs, il y a une très bonne vidéo de la part de je vais essayer de la retrouver, de la part du réalisateur de Shazam, premier du nom. Alors très mauvais réalisateur au demeurant, mais tac, si je tape Shazam Director vidéo essai, j'en ai déjà parlé plusieurs fois ici, mais voilà c'est ça, c'est cette chaîne là, donc du coup ta gueule. Pony Smasher qui en fait parle du problem solving, du fait qu'en fait faire des films c'est constamment résoudre des problèmes, c'est constamment résoudre des soucis en fait. Et typiquement il prend cet exemple là où en fait il à un moment bah, du coup il a besoin de faire en sorte que le personnage de Shazam s'envole, et pour ça donc globalement il doit passer des mois en termes de VFX, enfin des semaines en termes de VFX pour faire en sorte que le perso s'envole, etc. Et il a regardé chaque pixel, et à la fin il se dit putain merde, j'ai oublié qu'il y avait des membres de l'équipe ici. Et donc qu'est-ce que tu fais bah, en fait il n'y a pas le temps de les effacer, il n'y a pas le temps de dire non au final on les efface. Donc en fait ce que tu donnes c'est que tu mets des petits sacs comme ça, tu demandes ça au Flame, au Flame je dis ça en mode c'est des graphistes globalement, le Flame c'est plus compliqué que ça, mais voilà c'est un logiciel qui permet vraiment de faire des trucs de graphistes un peu rapides et pas des trucs de gros VFX entre guillemets. Et tu demandes ça à des gens spécialisés dans ça, et bah, ça devient vraiment juste des passants. Ça reste un défaut, mais bah, c'est un truc où tu dois résoudre des problèmes constamment et tu dois constamment t'adapter à ce qui est les conditions matérielles d'une production de film. Et donc ça fait que là, typiquement sur cette scène-là, malheureusement, du coup, il n'y avait pas l'actrice qui jouait la petite fille. Et donc, bah, comment tu résous ça? Bah, tu mets une scène où en fait, elle fait c'est lacé. Et donc voilà, et c'est que des trucs comme ça où constamment tu dois constamment résoudre des problèmes de structure narrative, de tout ce qui se passe, et aussi, enfin évidemment des problèmes de structure narrative, ça ok, de se dire si le personnage a tel objet, c'est qu'il faut que quelqu'un lui ait donné avant ou qu'il l'ait trouvé ailleurs, et donc il faut passer du temps pour l'expliquer parce que si ça débarque comme ça peut un peu choquer le spectateur. Voilà, que des trucs du genre. Et salut Mr. Goodleaf, mais t'as constamment ce genre de problème là à résoudre. Et en plus, t'as les problèmes de production toute simple, d'emploi du temps, des personnages, de telle personne n'est pas dispo ce jour-là, il faut qu'on tourne alors que voilà, enfin, que des trucs comme ça, et où c'est constamment des prises de tête à chaque fois. Et c'est pour ça que moi, le fait qu'ils se disent « Ah oui, c'est plus facile le cinéma », c'est déjà un peu un red flag finalement de la part d'Alexandre Astier, sans vouloir non plus juger. Parce que c'était une contrainte, parce que c'était la télé, parce que c'était... Parce que c'était la grille comme ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. Voilà. Vous avez moins de pouvoir, j'ai envie de dire. Vous étiez dès que j'ai pu, j'ai doublé le temps, c'est-à-dire que j'ai transformé les 2 x 3,5 en 7, et puis après j'ai demandé à ce que ce soit des dramas 1 hour, et puis voilà, mais parce que oui, j'ai voulu me sortir de ça m'a été agréable pendant un moment quand il fallait faire des tranches de vie, qu'il fallait exposer des choses un peu courtes comme ça, mais au bout d'un moment, moi je préfère raconter des fresques que des petits bouts. Je n'ai pas d'affection particulière pour le format court. Je suis ce qui a donné ce que ça a donné, quoi. Reconnaissant d'avoir pu faire connaître Kaamelott par ce biais-là. Je suis pas persuadé que ce soit le biais qui lui va le plus. Aujourd'hui, là, vous parlez du cinéma, mais il y a quand même les images, elles sont pas mal consommées sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Sur un téléphone portable, il y a TikTok, etc. Ou alors là, putain, j'ai hâte de voir l'avis d'Alexandre Astier sur TikTok et sur les réseaux sociaux. Hein. Est-ce qu'à l'ère, je prends TikTok, mais c'est valable de tous les réseaux, est-ce qu'à l'ère TikTok, on fait du cinéma de la même façon qu'avant? C'est difficile à dire parce que effectivement, on a probablement affaire à une population. Heureusement qu'il n'a pas commencé par les films, alors bah ouais. Après, il a fait des courts-métrages avant, hein. Il faisait des petits courts-métrages un peu à la con, mais voilà quoi. Mais bon. D'ailleurs, tout âge confondu, parce que TikTok, il y a tout le monde, hein, qui s'habitue à dire
à zapper si la chose qu'il regarde ne l'a pas happé en 4 secondes. Si en 4 secondes, c'est pas intéressant, c'est... Alors, 4 secondes, t'es gentil, c'est en 1 seconde. Moi, ce qu'on m'apprenait à Webedia quand je bossais pour Allociné et tout, c'était en gros sur les... comment dire, sur les formats YouTube, etc., sur les formats un peu plus longs, t'as, vas-y, 5-10 secondes pour happer les personnes. Ce qui est beaucoup, en vrai, mine de rien, c'est 5-10 secondes, t'as le temps vraiment de poser une petite ambiance et de te dire, ok, si la personne n'a pas zappé au bout de 5-10 secondes, c'est bon. Et après, ça dépend un peu du format. Il y a des formats où tu peux happer au bout d'1 minute. Et au final, c'est bon. Très bon arrêt sur image d'ailleurs. Et globalement, sur TikTok, c'est vraiment 1 seconde. C'est vraiment 1 seconde. Déjà, parce que TikTok compte une vue à partir de 3 secondes. Ne serait-ce que pour ça. Et aussi parce que, bah, au bout d'1 seconde, si la personne n'est pas happée par ce que tu fais. C'est pour ça d'ailleurs que moi, sur mes TikTok, j'ai des petits trucs de zap au tout début. Parce que je me dis, ça se trouve, ça va happer un peu plus les personnes. À voir si ça fonctionne, hein. Il y a des TikTok qui fonctionnent bien, des TikTok qui fonctionnent un peu moins bien, et puis voilà. Même 3 secondes, moi on m'a beaucoup appris 1 seconde, on m'a beaucoup dit c'est vraiment 1 seconde, la première seconde, et je vois vraiment dans ce que je consomme que effectivement si au bout d'une seconde je suis pas happé, je passe. Et 1 seconde c'est long, hein. Je rappelle, hein, un truc tout simple, hein. Pendant un temps on avait ce qu'on appelait des vines. Les vines ça durait 6 secondes. Les gens disaient que putain 6 secondes c'est vraiment pas beaucoup pour raconter une histoire. Ça a paru long, ça a paru très très long quand même ces 6 secondes là. Donc c'est pour ça que oui effectivement tu mets des zooms et des whoosh dès le départ. Alors il faut pas trop en mettre non plus pour pas que ça soit rédhibitoire pour certains, mais 1 seconde a priori c'est quand même plutôt long. C'est quand même ça, donc effectivement j'ai failli m'évanouir et quitter le live. Bah oui. Vine c'était 7 secondes, pour moi c'était 6 secondes. Je sais plus exactement, mais pour moi c'était 6 secondes. Mais ouais. Fait que tu dois expliquer c'est quoi un Vine, plus jamais. Ah, Vine, c'est vrai que j'ai pas expliqué, mais Vine c'était une plateforme à l'époque où les gens en fait mettaient en ligne des vidéos courtes et c'était vraiment 6 secondes et c'était du non. Alors attends, Roman Daily qui dit Vine, c'était Vine duration. Je suis désolé Roman, mais là ça me met c'est 6 secondes. Ça se trouve c'est genre 6 secondes et en fait t'as un petit peu de marge à la fin. C'est possible, mais moi, ça me met partout 6 secondes, quoi. C'est en quelle année Vine? C'est vrai que je sais plus quand ça a daté. Entre 2012 et 2015. Eh ben, ça nous rajeunit pas tout ça. Ça fait 10 ans que Vine, en fait, a été abandonné. Ça fait plus de 10 ans même que Vine a été abandonné. Donc putain, c'est vrai qu'on n'a pas fêté les 10 ans de l'arrêt de Vine. Alors que, bah, pour moi, ça a été un choc, vraiment, Vine. Et l'arrêt de Vine, où vraiment, ça a été assez gros, quoi. Jérôme Char revient. Non mais voilà, il y a des gens qui arrivaient justement à bien construire des histoires en 6 secondes, et justement parce que cette contrainte des 6 secondes, ça te forçait vraiment à faire un truc assez impactant avec des mini-bouts de musique, notamment je pense au Vine de Kemar ou de Mr V, où vraiment, waouh, ça faisait de la production de qualité pour du 6 secondes, hein, vraiment, clairement. Et bah, l'accident de piano par exemple est dans cette lignée-là, où les gens en fait, c'est des vidéos de 10 secondes, un truc du genre, quoi. Et je trouve ça en vrai super pertinent de mettre ce genre de limite là, et après les gens bosseront selon cette limite là. Et là typiquement les contenus sur TikTok, ce qui est chiant c'est que vraiment il faut capter au bout d'1 seconde, et si t'as pas capté la personne au bout d'1 seconde, bah elle part. Et en fait c'est dur parce que tu dis si j'ai capté la personne au bout d'1 seconde et au bout de 10 secondes de manière très large qu'elle est pas passée, est-ce que je commence à parler de trucs un peu plus techniques, ou est-ce que je continue quand même à rester dans un truc de vouloir capter l'attention de la personne? Vraiment, enfin c'est très relou en fait effectivement comme contrainte, et ça reste des contraintes là du coup vu il parlait précédemment de séries télé et du format des 3 minutes séries télé, ça reste des contraintes vraiment très contraignantes ça déjà, mais ça reste des contraintes vraiment ultra où il faut vraiment être inventif par rapport à ça, où il faut réfléchir quoi, il faut vraiment réfléchir. Il y a juste Roman qui me dit il y a bien 30 secondes de latence entre le chat de ta plateforme et celui qui est affiché en capture d'écran. C'est normal Roman, il faut faire un F5. Moi j'ai genre 5-6 secondes de latence de mon côté, ne serait-ce qu'un truc, je vais dire ping et les gens dans le chat diront pong. Ping.
Dire que sans son bonjour, Antoine Goya n'aurait eu aucun buzz. Bah oui, en vrai, son bonjour, au moins, il t'accueille et les gens sont prêts à venir, sont prêts à être là. Bon, voilà. Il y a, allez, 10 secondes, on va dire. Il y a une dizaine de secondes. Au moins, ça vous permet de mettre des trucs dans le chat parce qu'à Skip, il y a un truc en mode Twitch. Si vous parlez pas pendant 20 secondes, les gens sont pas comptabilisés, tout ça. Enfin, voilà. Mais voilà, il y a 10, allez, peut-être maximum 12 secondes, un truc du genre. Mais Roman, toi, t'es vachement, effectivement, en retard, je pense. Faut recharger parfois sur la plateforme, et puis voilà. Oui, bonjour, Ponk. mais voilà, mais Twitch, en fait, de manière générale, d'ailleurs, il y a déjà il y a votre ping à vous, mais Twitch de manière générale pendant très très longtemps, globalement la plateforme avait beaucoup de latence. Il y avait vraiment pour le coup du 30 secondes, 60 secondes, quelque chose du genre, donc c'était pas vraiment du live. Mais il y a eu l'apparition de Hitbox, qui est une autre plateforme qui est apparue à peu près au même moment en plus où Twitch était un peu relou au niveau de la monétisation, tout ça. Toujours chouette hein, d'ailleurs d'avoir de la concurrence à plein de niveaux. On le voit avec Kik qui, même si la plateforme est dégueulasse à plein de niveaux, je sais récemment que en fait ça a supprimé un quart, ça a supprimé 75% je crois des revenus chez certains. Et bah en fait c'est super chouette parce que bah ça permet à Twitch de changer un peu plus parce qu'ils se sentent menacés par la concurrence. C'est chouette hein, la concurrence mine de rien sur internet. Et donc Hitbox est arrivé et Hitbox en fait s'était vendu sur le fait que il y avait vraiment moins de latence, c'était vraiment de l'ordre du 10 secondes, quelque chose du genre, parfois même 5 secondes selon les streamers. Et moi je sais que j'ai pas de latence a priori, j'ai vraiment très très peu de latence et c'est chouette. Et Twitch du coup entre temps a rattrapé le coup et aujourd'hui il y a vraiment des streams où il y a très très peu de latence quoi, très peu de latence. Déjà plus là. Moi je peux pas travailler comme ça et puis personne ne peut travailler comme ça, à part ceux qui font spécialement des formats pour ce genre de truc. Oui, non, évidemment que le cinéma ne peut pas être remplacé par TikTok parce que ne serait-ce que cette culture de l'attention, il y a quand même un truc où une fois que tu es dans une salle de cinéma, déjà c'est un acte de rentrer dans une salle de cinéma et c'est pour ça qu'il y a de l'exigence d'ailleurs en termes de cinéma, en termes de ce que tu dois proposer d'ailleurs pour ce que tu fais. Il y a une autre exigence, c'est que si c'est très dur d'aller dans une salle de cinéma et que du coup les gens sont exigeants, c'est aussi très très dur de sortir de la salle de cinéma. Ce qui fait que globalement tu peux passer bien 10 minutes à te faire chier dans un film avant de te dire ok je me casse. Et si tu te fais chier pendant 10 minutes, se faire chier pendant 10 minutes devant un film, c'est très très rare. Les gens, moi j'ai vraiment rarement ressenti ça, même entre guillemets les films contemplatifs, les films considérés comme étant entre guillemets chiants. 10 minutes d'affilée, c'est très très rare que je me fasse vraiment chier. Et globalement, c'est juste... Moi, quand j'entends me faire chier, c'est vraiment que je ne suis pas investi dans les intrigues, que je m'en fous. Et au pire, c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup des structures de films sont basées sur le fait vraiment de mettre en scène des petits comment dire, des petites patounes, on va dire des petits trucs au milieu qui te disent ah quand même reste là parce qu'il y aura une annonce d'ici 10 minutes quoi. Un peu comme à la télévision. En fait, si vous voulez, le rythme de beaucoup de films, je trouve aujourd'hui, c'est basé sur le fait que à la télévision, ça peut nous mettre un timer de dans 10 minutes, il y aura l'interview de un tel. Dans 10 minutes, il y aura tel sujet. Chez TPMP par exemple, ça fait beaucoup ça de dire dans 10 minutes on parlera de ça. Dans 20 minutes on parlera de ça. Et des trucs du genre. Donc du coup t'as envie de rester parce que tu dis ah quand même c'est dans moins de 20 minutes donc je me dis allez je vais quand même faire ça quoi. Un peu voilà comme là il y a une annonce d'ici 40 minutes et non Brivan je n'ai pas encore annoncé du coup le partenariat avec Israël mais il y a une annonce d'ici 20 minutes et effectivement du coup les gens se disent que évidemment il faut pas comment dire il faut attendre parce que effectivement, je serai là d'ici 20 minutes, quoi. D'ici 40 minutes, il y aura une annonce ici. Et donc, ça veut dire qu'il y aura quelque chose. Donc, restez. Parce que, en fait, en 40 minutes, est-ce que vous avez le temps de quitter, revenir? Oui. Mais en 10 minutes, vous n'avez pas forcément le temps de quitter, revenir. Et quitter une salle de cinéma, c'est définitif en plus. Donc, voilà. Mais bon. Moi, je crois qu'au contraire, puisque ça existe, c'est de plus en plus possible aujourd'hui de dire moi, je vous propose un format où vous devez vous installer et rester plus de 2 heures avec moi. Il a raison. Ça là-dessus, moi je trouve qu'il a tout à fait raison et que je pense que il y aura une resurgence du cinéma dans le futur potentiellement parce que là le cinéma traverse peut-être entre guillemets une mauvaise année et je sais qu'il y a eu des tweets récemment. J'en ai discuté, on en a discuté un peu sur le Discord aussi, on en a parlé pas mal. Je sais plus où est-ce que je l'ai mis, mais je sais que je l'ai mis quelque part et qu'on en avait pas mal discuté. Mais en gros, il y a eu un tweet de quelqu'un qui disait ceci. Tac, je le mets voilà sur le côté. Tac.
En gros, c'est quelqu'un qui cite, enfin, c'est des citations à gogo, tout ça. Je vais juste me concentrer sur celle-ci. Les parents ne lisent plus à leurs enfants, ne leur font pas lire à tel point qu'on a dû installer le quart d'heure lecture dans les collèges, et c'est encore la faute des profs, et si les parents prenaient leurs responsabilités pour changer. Bon voilà, tweet de prof un peu à la... Bref, je m'en fous, enfin voilà. Et il y a quelqu'un qui a cité, qui a dit « Et vous n'avez pas idée de la génération qui arrive. En discutant avec mes terminales, un grand nombre d'entre eux n'ont jamais vu de film. Trop long, ils ne regardent que des séries car plus courtes et plus faciles à suivre en consultant leur portable. » Et c'est vrai, c'est désastreux, mais c'est pour ça qu'il faut vraiment des formes à chaque fois, et c'est toujours très actif, des formes d'événementialisation du cinéma, des formes vraiment où les gens sont de plus en plus aux aguets autour d'un événement cinématographique, autour de la sortie événement de tel film, le fait qu'il y ait beaucoup de films qui sont vus comme des événements, même des petits films sont vus comme des événements, comme la grosse sortie cinéma, et qu'il faut vraiment faire cette événementialisation du cinéma, sinon effectivement les gens n'ont pas forcément envie de venir, quoi. Les gens n'ont pas forcément envie de venir au cinéma, de s'installer au cinéma, de s'installer dans une salle de cinéma, de payer 10 balles, 15 balles, ce que vous voulez, il y a des tarifs réduits tout le temps, mais voilà, de payer un certain montant pour effectivement s'asseoir, se dire ok, qu'est-ce que je vais regarder aujourd'hui, et de voir un petit peu le programme qui m'est proposé. Donc c'est pour ça que effectivement, moi je pense qu'il y aura quand même une ressurgence du cinéma, quoi, vraiment du cinéma. C'est vrai que les 3 saisons de Squid Game, c'est la même durée qu'en... Mais oui, mais ça, les gens se disent que, en fait, c'est aussi un truc de sacralisation, entre guillemets, du cinéma, de se dire, moi, typiquement, je sais que quand je regarde un film, je regarde pas comme je regarde une vidéo YouTube un peu à la con, enfin voilà, quoi. Les tweets de prof, ils expliquent CSC, ah bah oui, CSC. Mais moi, quand je regarde un film vraiment de cinéma, je regarde pas comme je regarde... là j'ai regardé la dernière vidéo de Squeezie et Gentlemate, là, à la con. Je me suis dit, putain, c'est une vidéo qui parle d'e-sport, je vais tout comprendre. En fait, j'ai rien compris pendant... j'ai rien compris pendant 15 minutes, mais j'ai quand même un peu continué à regarder parce que je faisais ma vaisselle à côté, quoi. Voilà. Les conditions pour regarder Alien vs Predator Requiem, c'est que je me faisais je me faisais ma raclette à côté, parce que de toute manière, je ne voyais rien au film. Donc je suivais au vocal, je suivais à l'audio, mais de toute manière Alien vs Predator Requiem, en fait en soi c'est un film, il est tellement sombre qu'on ne voit rien, vraiment on ne voit rien, et donc forcément j'en avais un peu rien à foutre, mais il y a des films comme ça où parfois je réponds à des messages sur le côté, enfin voilà, je m'en fous. Mais il y a des films où effectivement il faut se concentrer, et comme il y a une sorte de sacralisation du cinéma, toute la génération TikTok, elle est... Enfin, la génération TikTok c'est toujours ultra horrible évidemment, mais je pense que voilà, là on est plus dans une génération, on en parlait un peu avec Alex Pilote, mais moi j'ai 25 ans, je fais partie de la dernière génération qui a connu le monde avant Internet, qui a connu ne serait-ce que l'enfance, hein, en partie, avant la démocratisation d'Internet, avant le fait qu'Internet existe vraiment comme quelque chose de gros, comme quelque chose qui est partout dans nos vies, et ça veut dire que globalement les générations qui viendront après n'ont connu que Internet, et n'ont connu que le fait qu'il faut qu'il y ait immensément de contenu sur Internet, qu'il y ait beaucoup de partage de connaissances, qui fait que ces lives sont possibles, bien évidemment, et donc c'est trop chouette. Et Internet, en vrai, c'est la plus grande invention de l'humanité, de très loin, parce que ça permet de connecter les peuples, et que c'est absolument magique. Mais ça veut dire que ça veut dire que nous, on est vraiment, ouais, la dernière génération à avoir connu un monde sans Internet et sans voir les bénéfices, en fait, d'Internet, j'ai envie de dire. Des gosses qui sont nés après GTA 5, mais oui, il y a des gosses, tout à l'heure, on a regardé, Vine s'est arrêté en 2015. Il y a des gosses là qui ont 10 ans, qui sont sur leur portable, sur leur tablette avec TikTok, et qui regardent des TikTok, alors que voilà, ils ont 10 ans. Donc c'est sûr que nous, c'est des trucs où on se dit, oui, on a vécu ça, on a vécu ce truc-là, mais pour certains, c'est leur jeunesse et c'est leur enfance qu'ils sont en train de vivre actuellement. Et donc, c'est pour ça que, ouais, le cinéma, je sais pas si la prochaine génération, là, en plus, c'est un tweet à la con, parce qu'on va être honnête, c'est juste un sondage personnel entre des terminales, etc. On s'en fout, vraiment, on s'en fout, c'est juste des explorations de un grand nombre d'entre eux, on n'a pas des statistiques, c'est pas un truc statisticien, j'ai envie de dire. Le cinéma, globalement, se porte plutôt bien chez les jeunes, mais parce que, il y a cette vision de c'est l'événement par rapport à mes TikTok un peu à la con. Et je sais qu'il y a eu des déclarations récemment, parce que il y a Halo qui sort sur PS5, et ce qui était longtemps vu comme étant le dernier clou dans le cercueil de Xbox avant qu'ils deviennent peut-être third party ou je ne sais quoi, c'est que ça disait que globalement globalement putain, pardon, je perds un peu mes mots, mais ce que disait le chef de Xbox, c'était de dire que
leur concurrence, ce n'est pas PlayStation, leur concurrence, ce n'est pas la PS5. Leur concurrence, c'est TikTok et le cinéma, qui sont d'autres concurrences. Et Fortnite, pareil. Fortnite, ils se disent, notre concurrence, ce n'est pas d'autres films, d'autres jeux Fortnite-like, entre guillemets. Notre concurrence, c'est Netflix. Notre concurrence, c'est le cinéma. Notre concurrence, c'est le sport. C'est plein d'autres activités, en fait. Après, peut-être take de boomer, mais en vrai, faut vraiment prendre en charge l'éducation à l'image et aux médias. Genre, faut pas laisser les gosses naviguer à vue dans tout ça. Mais je suis d'accord avec toi. Et pour moi, il faut effectivement comment dire, éduquer aux images, notamment avec l'arrivée vraiment des IA à gogo et de partout, qui sont vraiment assez déplorables, bien sûr. Mais effectivement, il faut comment dire, il faut vraiment être éduqué à toutes les images qu'on a devant nous et à toutes les images qu'on a actuellement, quoi. Évidemment. Après, ce tweet fait écho dans le sens où il y a quelqu'un de ma promo, le seul film vu par cette personne, c'était Le Bon, la Brute et le Truand. Mais bien sûr. Mais après, oui, mais est-ce que vous faites pas un peu ça? J'ai pas conf en l'état actuel pour le faire. Nous, on n'est pas parents avec Brivan, on n'est pas parents, et l'annonce que je vais faire après, c'est pas une annonce en mode je suis papa et je serai jamais papa, j'espère ne jamais être papa, mais voilà, moi je suis pas parent, et c'est un truc où je peux pas éduquer. Enfin, je pense aussi que le public qu'on a actuellement, c'est un public plus âgé par rapport à la majorité du public qu'on peut voir de manière générale sur le net, quoi. Nous, je pense qu'on a un public oui, voilà, ne me donnez pas un bébé dans vos bras, mais je pense que nous, on a un public qui est très majoritairement un public plutôt adulte et plutôt alerte et plutôt en fait déjà au courant de l'analyse d'image. Je veux dire, j'en discutais avec d'autres créateurs de contenu qui parlent de cinéma, et généralement les créateurs de contenu qui parlent de cinéma, c'est pas des gosses, quoi. C'est pas des gosses qui sont autour d'eux. Ça peut arriver, hein, bien sûr, d'avoir des gens plutôt gamins. Moi, je sais que j'ai des gens qui rentrent en études, qui me disent ah, je rentre en BTS, tout ça, et qui vont peut-être 18, 19 ans, 17 ans, peut-être un truc du genre. Mais globalement, ça fait que on reste quand même des gens qui produisent du contenu pour les plateformes. Donc ça, ok. Mais on reste aussi des gens qui globalement ont fait, enfin, comment dire. De toute manière, on ne touche pas les gosses. De toute manière, on va pas toucher les gosses, on va pas toucher les gens qui vont être éduqués par ça. Donc voilà. Mes générations de parents entre 20 et 30 ans, ils sont aussi sur TikTok, Netflix. Oui, c'est un peu ça le truc, quoi. Et puis, pour avoir pas mal côtoyé des gosses dans ma famille, dans des amis, etc. En fait, c'est tellement la solution de facilité de se dire ah, c'est bon, va sur la tablette, va sur la Switch, va sur machin, et regarde un peu des trucs dans ton coin. Évidemment qu'il faut prendre du temps, et moi je connais des parents qui prennent du temps vraiment pour éduquer des gosses, bien sûr, pour éduquer des enfants, pour éduquer à la culture de l'image, etc. C'est souvent des adultes plus âgés quand même, effectivement, et plus autour, un peu plus de 30 ans, j'ai envie de dire. Après voilà, j'ai pas envie de blâmer, en fait. C'est ça le truc, c'est que pour moi l'éducation à l'image, c'est pas un truc où il faut blâmer les parents en disant vous avez mal éduqué votre gosse. Non, c'est aussi que c'est des nouvelles choses où on sait pas les effets à long terme, où on peut que avoir de la parano de oui, il faut imposer un contrôle parental d'1 heure, etc. Et je trouve que effectivement comment dire, surtout que notre gène et même les quarantenaires des fois qui sont au courant de tout, oui bien sûr, mais je pense que voilà, les gens qui sont quarantenaires sont vraiment dans nickel par rapport à ça et par rapport à cette éducation à l'image, qu'effectivement on est dans quelque chose où comment dire, et peut-être que les générations un peu plus jeunes sont moins dans ce cas-là. Je sais qu'il y a des gens voilà qui ont la vingtaine et qui effectivement sont un peu plus à consommer pour le coup du YouTube, mais on sait pas les effets à long terme, donc c'est juste de la parano de se dire oui mais si je l'éduque comme ça il va faire ça, etc. Et je trouve qu'effectivement, enfin bref, on est dans un truc où je dirais que ça a pas mal dérivé par rapport à Alexandre Astier, mais voilà. Bonjour, je pense qu'on peut pas résumer la stagnation du cinéma juste à des effets générationnels. Je pense aussi qu'il y a une détérioration de l'offre culturelle proposée. En termes de séries, par exemple, quand on passait à des séries de 5 saisons de 20 fois 40 minutes au format Netflix, où t'as à peine 3 saisons de 8 fois 40 minutes pour des intrigues souvent pas très innovantes. Alors pour le coup, il y a vraiment un truc où là, effectivement, tu confonds cinéma et série. Pour le coup, cinéma et série, c'est vraiment deux industries très distinctes qui se rencontrent par moments et qui sont consommés par les mêmes personnes, mais pour le coup le cinéma, moi de ce que je vois de l'offre culturelle actuelle, on est sur des excellents films qui sont produits tout le temps, on est sur des
bouse, bien sûr, par moment, dans les blockbusters, dans ce qui est beaucoup consommé. Mais pareil au niveau des séries, il y a des mini-séries qui sont super chouettes, et il y a des séries de 10 épisodes d'une heure qui sont super chouettes aussi. Je vois pas tellement de soucis à cette différence de format-là, tout comme il y a encore des séries de 20 minutes, de 40 minutes qui peuvent exister, et il y a beaucoup de choses qui se font. Après, c'est des différences aussi pas nécessairement de format, mais de marketing aussi. Moi, je sais qu'il y a un truc qui me fait chier, c'est le fait que les séries Netflix, ça sort tout en même temps. Ça me casse un peu les couilles. Mais voilà, quoi. Donc bon. Puis il faut pas être fataliste, la gueule de ce que je consommais sur YouTube à l'époque. Mais oui, enfin, globalement, les gens, ce qu'on consommait sur YouTube, c'était débile aussi. C'est vraiment, enfin, c'est des trucs d'abrutis. Je sais qu'il y a une vidéo qui tourne récemment, là, de Anto, ou je sais plus qui parodie les Salut les geeks, tout ça. Et il les parodie très bien. Mais juste, effectivement, et je vois des gens dire oui, il aurait fait 1 million de vues à l'époque. Non, la vérité, les vidéos à l'époque qui étaient des gros succès ne faisaient pas 1 million de vues. Mais effectivement, il aurait peut-être bien marché. Après, c'est des effets de chance. Et puis, il y a eu énormément de copies de SLG, de Joueurs du Grenier, d'Antoine Daniel, tout ça. Enfin, voilà. Il y a toujours de bonnes choses, mais il y a quand même une industrialisation beaucoup plus forte et plus d'offres. Faut creuser, quoi. Oui, voilà. C'est-à-dire que ce qu'on nous offre comme étant vraiment la qualité, entre guillemets, et ce qu'on doit voir, c'est pas les grandes séries du moment, quoi. Vraiment. Mais bon. Continuons du coup. On a vu, mine de rien, putain, j'ai fait tout ça sur genre. Ça fait 30 minutes que j'en parle, même un peu plus sur 5 minutes de vidéo comme ça, quoi. Par contre, il faut avoir un peu confiance en soi en disant j'espère que je le mérite. Mais bon, après tout, vous pouvez sortir de la salle avant. À la limite, je ne vais pas attacher au radiateur, les gars. Donc voilà, c'est d'autant plus agréable dans un monde comme ça de dire les gars, non, celui-là, il faut se mettre devant un peu. Ouais. Que ce soit après chez vous, quand vous le regarderez autrement, en VOD, machin, mais non, installez-vous. Et moi, je trouve que chez les jeunes gens, je veux dire, j'ai un gamin de 12 ans. Il a dit, putain, j'ai vu l'autre jour un film de Wes Anderson, c'est trop bien. Bah, il est sur TikTok aussi, lui. Hein. C'est lequel? C'est James, c'est celui qui joue Trevor. Mais lequel film de Wes Anderson? Ah, j'ai vu celui qu'il a vu. D'accord. Okay. Mais en tout cas, il a Ah oui, en fait, la vérité, tu peux consommer. Enfin, moi, je sais que je regarde des TikTok que je trouve très bien, je regarde des films que je trouve très bien. Je vais pas les hiérarchiser. C'est deux trucs vraiment très distincts, très différents. C'est voilà, et tu peux regarder des TikTok. Moi, je regarde des TikTok le matin, le soir avant d'aller me coucher, parfois sur les chiottes. Et voilà, je regarde des films dans d'autres contextes, je pense que vous pouvez vous en douter. Mais effectivement, il n'y a pas de hiérarchisation à faire sur ce genre de contenu-là. Enfin, je veux dire, ils ont la place pour toutes sortes de choses, en fait. Je pense que même les gens qui consomment que des trucs de 10 secondes, en fait, ils en saturent eux-mêmes. À un moment, la profusion d'idées, je veux dire, on se met un quart d'heure devant, on a 600 milliards de trucs différents qui passent au bout de... Ça, moi, je suis pas trop sûr, en vrai, parce qu'il y a un truc où... effectivement, je pense que juste le cerveau s'adapte très vite au fait qu'il y a énormément de contenu. Moi, mon cerveau n'était pas adapté au fait de regarder beaucoup de choses, et après j'ai eu un deuxième écran, donc j'ai regardé 2 trucs en même temps à chaque fois. Là j'ai 2 écrans, je vivote un peu entre les deux, et voilà, et c'est juste le cerveau s'adapte très rapidement avec tout le contenu qu'on peut nous avoir dans la gueule et qu'on peut avoir en nous, et que enfin vraiment il y a énormément de choses qui se font, quoi. À un moment ça peut saouler en fait, ça peut gaver, ça peut même filer la nausée. Après, moi je connais des gens, effectivement, 10, 11, 12 ans. Souvent, en fait, ils regardent un film, ils regardent un autre écran aussi en parallèle. Il y a une sorte de multitasking. Ah, ça c'est possible. Ils peuvent être multitâches, les gars. Ouais, je ne dis pas que c'est bien ou mal, mais après, c'est une façon de consommer ce qui est dans un écran un peu différente. Par exemple, effectivement, vous avez 7 enfants, ils ont entre 5 et 25 ans. Je crois que petit s'appelle Isaac, 5 ans, 25 ans, c'est Jeanne. Est-ce que vous pensez qu'ils vont regarder et vivre le cinéma de la même façon? Alors, le cinéma dans la salle, il y a quand même une vertu, c'est que ça réunit tout le monde. Pour la même chose. On est obligé de le regarder de la même façon, à moins qu'il y ait des mecs. Ça, c'est vrai. Ça, par contre, c'est vrai que au moins il y a aussi ce côté-là très rassembleur de la part du cinéma qui fait que vraiment, enfin, on est tous ensemble dans une même salle, on est tous ensemble à vivre cette opportunité-là d'être dans une salle de cinéma, et on est tous ensemble à vraiment vivre ce moment qui est qu'on est tous là, et qu'on peut pas faire pause, en fait, tout simplement. Quand je regarde un film chez moi, même quand c'est entre potes, je peux me dire bon, je vais revenir 5 secondes en arrière parce que là, attends, j'ai loupé ce dialogue-là, je regardais autre chose, etc. Là, au moins, on regarde tous la même chose, et on regarde tous la même chose. C'est-à-dire que c'est quand même plus rare, et c'est plus honteux, j'ai envie de dire, de sortir un téléphone dans une salle de cinéma. Là où, quand je suis chez moi, j'ai aucune honte à regarder sur mon téléphone, à me dire oui, voilà, allez. Et effectivement, je peux totalement regarder un film comme ça chez moi, et à sortir mon téléphone, ça peut m'arriver, mais dans une salle de cinéma c'est vraiment beaucoup plus rare. Je sais qu'une fois j'ai regardé vite fait parce que je me disais quand même j'attends un petit truc là viteuf, et c'était j'essaie de cadencer pour que ça soit un moment précis, mais aussi
un autre truc tout con, hein. Parce que là je cite le téléphone, tout ça, un autre truc tout con. Je me retiens très souvent d'aller pisser quand je vais voir un film au cinéma. Parce que même si au bout d'une heure j'ai très très envie de pisser, je me dis... Je peux pas louper ce qui se passe là. Je peux pas louper ce qu'il y a à l'écran là. Je peux pas louper un truc. Et donc je me dis bon, je vais me retenir un petit peu. Et effectivement, bah alors que devant un film, je peux juste faire et partir. Vraiment, enfin, c'est juste ça quoi. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de toujours faire pipi avant la séance, ça le faut. Je fais ça. Le problème c'est que j'ai une petite vessie et que parfois je peux juste tout simplement avoir très très envie de faire pipi. Buvez de l'eau d'ailleurs, avoir très très envie de faire pipi, mais que ça vienne comme ça, quoi, que ça vienne de manière très naturelle, et qu'il y ait vraiment, enfin voilà, achète des couches pour adultes. Mais je rêve, moi je pense que le moment où je serai le plus heureux dans ma vie, c'est quand je serai tout vieux, et que j'aurai des couches, du coup, vu que je serai vieux, incontinent, tout ça, et que je pourrai aller au cinéma et pisser devant le film, ça je pense, ça peut être incroyable. Moi je rêve de ça, parce que vous savez, les trucs, j'ai jamais fait les trucs des gamers là, en mode pisser dans une bouteille, ça j'ai jamais fait, mais je pense que vraiment, pisser devant un film au cinéma, ça peut être incroyable, vraiment, enfin, continuer de pisser tout en regardant le film en salle, ça doit être la meilleure sensation du monde, je pense, hein. C'est pour ça que les vieux vont au cinéma, hein, finalement. Petit type, j'emmène systématiquement des pommes potes au ciné pour remplacer l'eau, j'ai beaucoup moins envie de pisser pendant la séance depuis. Et bah moi je sais que je mange un petit peu aussi, parce que un autre effet tout simple du cinéma, c'est que là typiquement ça fait 1h30 que je suis en live, j'ai mes écouteurs à conduction osseuse qui me donnent généralement un peu plus mal au crâne, je commence à avoir un petit peu mal à la tête. Et ça c'est un truc où je vais pas lancer un film alors que j'ai un peu mal à la tête. Alors que quand je suis dans une salle de cinéma et que je commence à avoir mal au crâne, je me dis... vas-y, je suis dans la salle de toute façon quoi. Je pisse dans la salle, hashtag tous les choqués. Mais oui, maintenant, mais clairement, c'est pisser en même temps qu'une activité, je ne comprends pas. Mais ça, moi je sais que j'en ai discuté avec une amie qui m'avait dit, moi je trouve qu'une des meilleures sensations au monde, c'est de boire tandis qu'on est en train de pisser. Et ça, putain, c'est incroyable hein, quand même. Enfin, effectivement, pour l'avoir fait, je trouve que ça nous met à la place de tuyaux, en fait, qu'on ait un tuyau finalement qui fait que recevoir, rejeter des trucs, et ça nous met dans cette place là de juste, voilà, effectivement, vous avez, ça peut être une bière, ça peut être un truc, ça peut être n'importe quoi, buvez en même temps que vous pissez, c'est vraiment pas mal, hein. C'est pas la meilleure sensation du monde, mais c'est vraiment pas mal, quoi. Regarde leur téléphone dans le cinéma, je ne sais pas. Ils sont minoritaires encore. Peut-être. Aujourd'hui. Mais là, bon, il faut quand même... Et puis aussi, un autre truc hein, par rapport à regarder le téléphone dans son cinéma, c'est pour ça que j'aime pas mal les salles UGC, c'est que les salles UGC, il n'y a pas de connexion dedans. Donc ça veut dire que vous pouvez pas regarder, enfin, c'est pas que vous pouvez pas regarder, c'est qu'il n'y a rien à regarder, puisque moi, mon téléphone, j'utilise quand il y a accès à Internet. Et globalement, ça veut dire quand même que chez les MK2, par exemple, je peux un peu plus facilement sortir mon téléphone, parce que je sais que j'aurai des notifications en live de trucs qui se passent. Donc voilà. Se mettre tous au même diapason quand on est dans la salle. Après, moi, ça me dérange pas que les choses changent. Enfin, je pense pas qu'on avancera de toute façon avec tous ces changements. Je pense pas qu'on avancera en étant soit réactionnaire, soit conservateur sur quoi que ce soit en annonçant qu'il y a qu'une seule façon de regarder les trucs, des machins. Faut la paix aux gens en fait. Faut essayer de proposer des belles choses. Si ça plaît, mais ils se démerderont, ils le regarderont comme ils veulent. C'est comme le son. Je vous disais, c'est vrai que c'est rageant quand on se tape un mixage et qu'on essaye que ça sonne, que ça vibre, que ça passe par là, qu'on met l'orchestre ici, que je pense à François-Joseph Force qui a mixé ce film où on dit qu'on va mettre les harpes là-bas, les chœurs ici et tout, et on a envie que les gens ils aillent dans une salle de Biatmos parce qu'on en prend plein la poire vraiment et c'est beau quoi. Et c'est vrai que si je pense aux gens qui vont être dans le métro, et quoi qu'encore dans le métro ils ont des casques, les casques c'est pas mal. Les casques ça isole, c'est bien moins pire que le reste, non puis il y a des basses. Alors et puis moi je suis là avec mes écouteurs à connexion osseuse, donc forcément oui, non mais ce qu'il dit là c'est tout à fait legit, c'est-à-dire de se dire ouais mais moi je fais un film pour qu'il soit vu dans telle condition et qu'il est pas vu dans la condition que j'ai envie, donc ça me fait un petit peu chier que les gens le voient comme ça, et en plus s'ils l'aiment pas après, j'ai vraiment c'est horrible quelque part de pas aimer un film en l'ayant vu dans des mauvaises conditions, parce qu'on dit ah mais ça se trouve c'est horrible comme ça, enfin ça se trouve ça aurait été mieux dans d'autres conditions, et en fait j'ai juste perdu mon temps à vouloir essayer d'en gagner en le regardant dans ces conditions là, mais clairement enfin oui, il a raison. En vrai, il a raison là-dessus, et je trouve en vrai que il est pas si réactionnaire que ça. Il pourrait être bien plus. Enfin, moi, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas Alexandre Astier, qui disent il est de droite, etc. Non, les gens, il est vraiment gauche molle, gauche un peu PS, si vous voulez, gauche historique, peut-être un truc du genre, mais vraiment, il est pas non plus réac, quoi. Globalement, il est en mode ah, je laisse passer le temps, je laisse passer la vie, et puis voilà. Hein, mais alors, par contre, dans le plumard, avec le téléphone comme ça, avec toutes les fréquences en dessous de 300 Hz qui ont disparu,
T'as envie de dire, oh, mets un casque, s'il te plaît, au moins mets un casque, mais ils font ce qu'ils veulent, quoi. Ils font ce qu'ils veulent. Et puis les casques sont de plus en plus de qualité, quoi. Même les AirPods sont quand même vraiment de qualité, quoi. Donc bon. D'accord, Alexandre Astier, je note. Voir Kaamelott volume 2 dans le tram avec le casque. Bah, en vrai, franchement, ça peut être une bonne expérience. Moi, j'ai regardé des films dans le train où ça a été des bonnes expériences, quoi. J'espère qu'ils arriveront à l'aimer quand même, c'est tout. Et puis, il y a quand même un truc aussi, hein, parce que là, il note du coup le fait de le voir dans des bonnes conditions. Ça fait souvent un peu cache-misère aussi, enfin, cache-misère d'un certain point de vue. C'est-à-dire que si ton film, je le regarde dans le train avec quelqu'un avec un fou du bus à côté qui est là et que je suis constamment distrait, mais que j'arrive quand même à être très investi dans ton histoire, c'est que c'est un chef-d'œuvre. Genre vraiment, enfin, moi je sais que je vois des gens dans le train, je vois des gens dans le métro qui regardent des films, etc. Et je me dis, bah en soi, s'ils regardent ça et que c'est pas si distrayant que ça, bon, c'est au moins ils ont juste un petit truc comme ça pour rattraper les épisodes de séries qu'ils ont loupés, des trucs du genre. Bah non. Si les gens regardent ça et qu'ils sont vraiment très investis, j'ai vu des gens très investis dans ce qu'ils regardaient. J'ai vu quelqu'un par exemple regarder Anatomie d'une chute dans le métro à un moment. Je me dis putain, mais comment il fait? Et en fait, je le voyais, il était très très investi autour de ça. Vraiment, il était scotché à son téléphone. Peut-être qu'il a loupé son arrêt, c'est possible, hein. Mais il était scotché à son téléphone alors qu'il y avait 50 personnes autour dans le métro en heure de pointe. Et je me dis, bah putain, ça veut dire quand même qu'il y a une puissance à ça. Si ta puissance en tant que cinéma, c'est d'être juste une expérience sensorielle et d'être juste une expérience comme ça de son et d'image magnifique, évidemment ça se défend, mais est-ce que c'est pas plus une sorte de part d'attraction? C'est là où je peux être un peu bâtard. Après, il y a une esthétique maintenant, je trouve, sur les réseaux, notamment une esthétique de montage. Sur YouTube, par exemple, il y a pas mal de jump cuts. Oui. Alors, ça rappelle finalement la nouvelle vague qui avait déjà aussi des jump cuts. Oui, c'est vrai. Quelque part. Mais là, C'est la vrai. discussion qu'on a, par exemple, moi j'ai deux solutions. Après, je vais être au montage et je vais me dire, bon, est-ce que je coupe les silences d'Alexandre Astier ou est-ce que je les laisse vivre? Est-ce qu'on jump cut? Et ça, et sur YouTube, un peu aujourd'hui, la norme, c'est dès qu'il y a un silence, tac. Ouais. Ça, c'est un truc, vous qui êtes monteur, évidemment, parce que vous montez vos films, en plus de faire la musique, le tournage, vous faites tout. Ça m'intéresse, ça. En tant que monteur, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Je pense que. Alors, il y a effectivement des youtubeurs qui coupent systématiquement chaque blanc. Et ça, alors ça, c'est la logique aussi TikTok où c'est très dur de garder des blancs, entre guillemets, parce qu'on se dit, ouais, il faut couper, il faut garder l'essentiel de l'information. Et en fait, l'idée derrière beaucoup de TikTok, c'est de garder l'essentiel des informations. C'est quoi l'essentiel des informations? Parce qu'en soi, tu laisses le cadre complet pendant 1 minute, c'est une information. C'est quelque chose qui est dit, il y a quelque chose qui est prononcé. Les hésitations sont des informations également. Là, je me suis repris plusieurs fois. C'est des informations également sur ma manière de parler, évidemment. Mais bah, c'est des informations qui sont jugées comme étant inutiles par rapport à ça. Mais pourquoi? Parce que TikTok est considéré comme un réseau d'informations utiles. Comme un réseau d'informations où, malgré le fait que parfois il y a des informations, enfin, il y a des TikTok où ça raconte rien. Je pense typiquement à toute la mode qu'il y a eu avec Abrèche frère, Abrèche sœur. Et notamment du coup Abrèche frère qui a commencé tout ça, où effectivement il y a des gens qui racontent pendant 3 minutes une anecdote de leur vie qui pourrait être résumée en 5 secondes. Mais pourquoi est-ce que les gens enlèvent quand même les blancs dans ce genre d'anecdote là? C'est parce qu'en fait il faut garder et happer et mettre en forme ce que tu dis pour que les informations semblent utiles. C'est pas qu'il faut que les informations soient utiles en tant que telles, c'est qu'il faut que les informations semblent utiles auprès de n'importe qui. Et un silence ne semble jamais utile auprès de quelqu'un. Un silence, c'est toujours quelque chose où on va le couper parce que un silence, ça ne dit rien. Déjà parce que c'est dans le mot, mais pour que, même si pourtant un silence, ça dit toujours quelque chose. Un silence, ça exprime énormément de choses. Mais aux yeux des spectateurs de TikTok, aux yeux des spectateurs de YouTube, etc., un silence, c'est se suicider. Autant mourir. Autant mourir plutôt que de laisser un silence dans ce que tu dis. Et ça, c'est vraiment effectivement un côté où c'est pas que c'est une perte d'information d'enlever. C'est pas qu'un blanc c'est une perte d'information. C'est que c'est pas une information qui semble utile, quoi. Mais ça, c'est dur à conceptualiser, quoi. J'ai l'impression. Je pense qu'en fait, on a en réserve un certain nombre de jump cuts digestes, ouais. Mais à un moment, il y en a un, on le loupe. On a rempli trop, la mémoire tampon est pleine, et après ça devient juste débile. Je suis un peu d'accord, dans le sens où moi je sais que j'applique aussi ça, et je me dis
Je mets beaucoup de jump cuts dans mes TikTok. Je pense qu'on peut voir même les derniers sortis. Il y en a beaucoup. Alors déjà parce que je sais pas particulièrement bien m'exprimer et que je me reprends tout le temps évidemment. Mais j'essaye quand même un petit peu de garder parfois des petites hésitations ou des petits moments où je me dis bon là je pourrais raccorder mais en fait en soi... vas-y autant le laisser comme ça parce que aussi au bout d'un moment j'ai pas envie que le montage soit indigeste et puis aussi il y a un effet très Frankenstein à vouloir raccorder des trucs qui ne sont où c'est pas naturel de les raccorder quoi j'ai envie de dire et où c'est très très dur de raccorder à l'image près et tout ça ou à la demi-image près donc c'est sûr que à ce niveau là c'est très très chaud de jouer par rapport à ça. Et c'est pour ça qu'effectivement, moi je suis d'accord avec lui là-dessus. En vrai, il dit des trucs très pertinents hein, pour l'instant dans cette interview. À un moment, ça devient juste, mais attends, mais 2 secondes, enfin tu vois, parce que personne ne pense comme ça, donc forcément personne ne parle comme ça. Mais par contre, le jump cut à répétition, je trouve que c'est chouette, moi. Je trouve que des fois, ça nous met quand même en scène une personne survoltée qui a beaucoup d'idées, plus que nous. J'aime bien le fait que dans le montage, il a intégré quand même des jump cuts, c'est chouette, moi. le journaliste. Je trouve que des fois, ça nous met quand même en scène une personne survoltée qui a beaucoup d'idées, plus que nous, en tout cas dans un laps de temps plus court. Et moi, je trouve ça agréable souvent. C'est juste qu'à un moment, je trouve que les meilleurs youtubeurs, ils font une grosse série de jump cuts, puis d'un coup, ils se filment avec une tête qui a rien. C'est vrai. Non mais en fait, c'est cette variation de rythme qui, je trouve, est l'apanage vraiment des grands youtubeurs entre guillemets. C'est d'avoir vraiment énormément de rythme très fouillis, avec beaucoup de choses qui se passent, avec effectivement beaucoup de cuts, et après un blanc. Après, rien qui se passe pendant 5 secondes. Et il faut le juger, en fait. Il faut jauger combien de temps il faut mettre ce petit moment de pause. Et effectivement, il faut jouer avec ce rythme-là pour vraiment entraîner les personnes. C'est pas parce que t'es très rapide. En fait, si t'es extrêmement rapide tout du long, les gens s'ennuient, paradoxalement. Parce qu'en fait, tu vois tout le temps le même rythme. Et c'est pas une question d'être plus rapide encore. C'est une question vraiment de juste les gens s'ennuient parce qu'ils voient tout le temps le même rythme. Le rythme, on pense que les gens s'ennuient parce que c'est pas assez rapide. Non, la vérité, les gens s'ennuient parce que c'est tout le temps le même rythme. Si ton film, il est long tout du long, mais que... Enfin, il est lent tout le temps, bah, en fait, on va s'ennuyer. Mais si ton film, il est lent très souvent et qu'il y a quand même quelques petits moments d'action, entre guillemets, bah là, on va pas s'ennuyer. Si ton film, il est rapide tout le temps, on peut s'ennuyer aussi. Si ton film, c'est vraiment une avalanche d'images, etc., on peut s'ennuyer. On peut avoir un moment où juste tu déconnectes et puis tu t'ennuies, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours varier un petit peu le rythme, même sur vos TikTok, même sur les vidéos que vous voyez. Et les meilleures vidéos sont celles qui varient vraiment beaucoup le rythme, quoi. Pas un geste du visage, il n'y a pas un son, il n'y a pas un machin. Et d'un coup, tout le monde reprend ses esprits, la mémoire tampon se vide, et on peut repartir sur l'autre série. Donc je pense que c'est exactement la même chose, c'est de la musique. Là, c'est une musique un peu rapide et un peu saccadée, mais c'en est une. C'est du rythme. Bah oui. Et ça reste très musical d'ailleurs, en plus, le montage sur YouTube, ça reste un montage très musical. Et d'ailleurs, enfin, par rapport à ça, sur le côté rythme très rapide, moi j'ai regardé récemment la vidéo, tac, je vais la mettre sur le côté, la vidéo d'Eric et Ramsey, là, qui est mytho, où c'est, je crois qu'en plus ils sont censés sortir leur partie 2 d'ici pas longtemps, mais qui est mytho, donc c'est le concept, en gros, c'est l'imposteur de Squeezie, mais avec en mode un peu plus hardcore. Et en fait, le problème du montage, c'est pas qu'il est pas assez rapide, c'est pas que machin, c'est qu'en fait il est trop rapide et que c'est tout le temps un peu le même rythme et que c'est tout le temps ultra cadencé comme une vidéo de youtubeur et qu'en plus le monteur en fait un peu trop des caisses. Et ça c'est l'apanage des très mauvais monteurs d'ailleurs je trouve, c'est quand les monteurs mettent beaucoup d'effets parce qu'ils sont payés et qu'ils se disent putain je suis payé donc il faut que je mette un maximum d'effets. Enfin c'est vraiment assez horrible je trouve à ce niveau là. Et je me dis qu'effectivement il faut pas non plus forcer, il faut pas non plus se dire que on va mettre 10 000 effets, on va mettre 10 000 changements de caméra. Juste des fois t'as un plan long et ça peut fonctionner quoi, ça peut très bien fonctionner sur une VOD, sur un truc quoi. Donc bon, random bullshit go, mais oui voilà, c'est ça. Donc bon, non mais en tout cas, Astier, là parce que tout le reste du coup c'est lui qui parle d'autres trucs, etc. C'est lui qui parle de comment il écrit son scénario, tout ça, de l'intelligence artificielle. Je me dis, est-ce que c'est si pertinent que ça? Moi, je voulais surtout apporter vraiment ma vision sur effectivement ce montage, parce que le montage, c'est quand même un truc où je suis assez expert. Je vais juste voir un peu cette partie-là. Qu'aimerait-il encore apprendre dans le cinéma? Ça m'intéresse aussi. Qu'est-ce qui lui reste finalement à apprendre dans tout ça? Ce que vous ne savez pas faire et que vous aimeriez apprendre? Du domaine du cinéma? Ouais. Alors j'apprends toujours, tout le temps, pardon, c'est un peu bateau, mais c'est vrai, il n'y a qu'une histoire de progression dans tous les stades. Hein. Heureusement, parce que en fait si t'es figé, c'est désastreux. Belle citation d'ailleurs de Akira Kurosawa, quand sur la fin de sa carrière, donc vraiment dans les années, c'était quoi, 70-80, quelque chose du genre, sur la fin de sa carrière, il reçoit l'Oscar d'honneur,
et je pense qu'on peut même le retrouver. Kurosawa Oscar, je sais pas si on peut le voir. Tac. Mais il reçoit du coup un prix honorifique remis par George Lucas et Steven Spielberg. Non, en 90, pardon. Putain, j'ai été un peu médisant par rapport à lui. Mais belle citation de Akira Kurosawa. Peut-être qu'on peut la voir. Je sais pas si elle est là. Tac. Qui reçoit vraiment deux GOAT qui remercie un immense GOAT, hein, évidemment, un immense maître. On avait tout regardé chez Brivan, c'est quand même un filet d'eau tiède d'un mec qui parle beaucoup pour peu de résultats esthétiques formels. Non, mais évidemment, mais après, il y a des trucs intéressants quand même dans ce qu'il dit. Mais là où je voulais en venir, c'est que là, du coup, alors, je savais pas que c'était comme ça, mais mais il y a une citation qui est très connue de la part de ce pitch-là. Je sais pas si elle est là, hein, ça se trouve, je me trompe pas. I am very deeply honored to receive such a wonderful prize. しかし、果たして私がそれに値するかどうか、少し心配です。But I have to ask whether I really deserve it, and I'm a little worried. なぜなら、私はまだ映画がよく分かっていない。Donc, ce qu'il a dit pour l'instant, pour ceux qui parlaient pas trop anglais, c'est je suis très honoré de recevoir ce prix, mais je ne sais pas si je le mérite finalement. Hashtag humble. Because I don't feel that I understand cinema yet. Parce que je ne pense pas que je comprends le cinéma. Et ça, je trouve que c'est très beau, parce que, bah, évidemment, Alexandre Astier, là, il est à son troisième, attends, non, si on compte les Astérix, peut-être cinquième film, quelque chose du genre. Et effectivement, bah, il n'a pas encore compris, bien sûr, le cinéma. Et Kurosawa, il a une longue carrière, je sais plus, il a fait quoi, une quarantaine de films, quelque chose du genre. Vraiment, peut-être encore plus, et il était très très productif. Là, j'ai regardé tout à l'heure L'Ange ivre, mais globalement, c'est un des premiers films. Alors, il y a des trucs un peu où il se cherche encore un peu, mais ça reste quand même un film d'une grande maîtrise. Et effectivement, il faut constamment, quand on commence à faire du cinéma, se dire on ne comprendra pas. Il y a un mouvement très, je crois que c'est Platon qui disait, ou Socrate, qui disait tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et ça, c'est très beau. Et effectivement, quand on commence à faire du cinéma, il faut se dire je ne comprendrai pas. Peu importe ce que je fais, je ne comprendrai pas c'est quoi le cinéma. Et donc c'est pour ça, effectivement, Kurosawa, là-dessus, il est très très humble là-dessus, et il a raison de l'être, hein, bien sûr, parce que Kurosawa, il a fait des films dans son coin. Est-ce qu'il pourrait faire des films comme un tel, comme un tel, comme un tel? Non. C'est la beauté de la diversité de l'humanité, c'est la beauté de la diversité du corps humain, et du corps en mode le corps humain, qui est vraiment de montrer des tonnes et des tonnes d'expériences très différentes, vraiment magnifiques et très marquantes aussi. Si je veux être très technique, je ne me suis jamais senti aussi bien qu'avec une monocaméra. C'est-à-dire avec une caméra pour filmer les choses. D'accord, filmer les scènes avec de plusieurs caméras. Oui, j'y perds toujours quelque chose. Bon, je pense que tout le monde y perd toujours un petit peu un truc, ne serait-ce que parce que vous pouvez pas correctement éclairer 360 degrés de choses, parce que vous avez une chance de filmer une autre caméra quand vous êtes à une, mais en plus, moi, je fais de la... avec une caméra, j'arrive à avoir des réflexes un peu de photographe, de composition, de trucs. Avec deux, déjà, je l'ai tellement fait à l'époque de Kaamelott Court, parce que pour gagner du temps, on bombardait comme ça les dialogues, et cette contrainte, je l'ai toujours considérée comme une contrainte, alors que je pense que si j'avais plus de technique de réalisateur, j'arriverais à en faire quelque chose de plus inventif. J'utilise encore des fois déjà 2, 3, 4 caméras, même 5 ou 6 quand il y a un truc un peu action et qu'on veut le répéter, mais ça comme tout le monde. Mais je me trouve moins... j'ai une inventivité divisée par 100 000 quand j'ai plusieurs caméras, et ça j'aimerais un petit peu plus savoir le faire, mais ça se travaille, c'est comme tout. On arrive au terme de notre discussion. En vrai de vrai, ouais, ça va, bah, c'est un truc vraiment très technique, en vrai, mais ouais, se focaliser sur ça, je sais pas trop, mais mais vas-y, oui, bah du coup, il a encore ses réflexes, effectivement, de cinéma, de série, à avoir plusieurs caméras d'un coup et à tout filmer très rapidement. Et je pense qu'il a besoin, enfin, ce serait une belle conclusion, c'est que je pense que Astier, là, il a besoin de prendre du temps, de réfléchir un petit peu, de penser à lui, de se dire, ok, qu'est-ce que je fais, tout ça, plutôt que de se dire, bon, là, il faut que techniquement, ça soit parfait, que être très perfectionniste. Une citation que j'ai citée dans l'émission avec Alex Pilote, c'est
globalement. Ça veut dire quoi pour un mec lambda? En gros, quand vous filmez de la série télé, vous avez du coup 3 caméras différentes, parfois 5, 6, quelque chose du genre. Vous avez déjà vu par exemple des sitcoms qui sont filmés du coup avec le 4e mur qui est brisé pour filmer une partie d'une maison, tout ça. Je pense à Malcolm, je pense à Ma famille d'abord, tout ça. Et en fait, pour aller plus vite, généralement, il y a 3-4 caméras et on fait tout en une prise et tout est fait rapidement. Alors parfois, il y a plusieurs prises qu'ils ont faites et voilà. Et là, du coup, ça, c'est quelque chose qui est fait dans le cadre de la série télé pour aller vite. C'est que tout est filmé à plusieurs caméras. Et dans le cadre du cinéma, pour plein de raisons, généralement, on filme tout à une seule caméra. Ça peut arriver qu'on ait des dispositifs à 80 caméras, des trucs genre, je pense à une scène de Dancing in the Dark, où je crois qu'il y a 80 caméras qui sont toutes un peu cachées, etc. Et qu'ils ont tout fait en quelques prises tout au plus. Mais clairement, cette idée de se dire que on va tout filmer à une seule caméra, c'est quelque chose de très cinéma, parce que à la base, on faisait tout à une seule caméra, on a gardé ça. Certains réals peuvent filmer parfois certaines scènes à 2 caméras, mais en fait, c'est un truc qui est très dur à maîtriser, parce que du coup, il faut maîtriser 2 points de vue différents. Déjà que c'est très dur de maîtriser un seul point de vue, en termes de réalisation, c'est très dur de maîtriser un seul point de vue, mais en fait, maîtriser 2 points de vue différents, c'est généralement quand tu fais vraiment du champ contre champ, donc c'est le truc très classique, je te parle, tu me parles, donc j'ai une caméra sur moi, une caméra sur toi. Ça, c'est quelque chose de très banal, j'ai envie de dire, mais globalement, c'est quelque chose en fait de très carré, quoi. Ça marche, merci. Mais pour la narration, ça crée pas plus de limites? Oui, mais en fait, c'est ce qu'il dit justement, c'est ce qu'il dit que il a un peu besoin de plus de limites. En fait, il a besoin d'être un peu plus limité dans ce qu'il fait, il a besoin d'être plus limité dans ce qu'il essaye d'aborder, et que, en fait, quand il se concentre sur 2 caméras en même temps, c'est dur déjà de base, donc il a besoin d'être recentré sur une seule caméra, sur une monocaméra. Ça, c'est tout à fait compréhensible. Et en vrai, je pense que, mine de rien, s'il continue à apprendre de la part du cinéma, qui suis-je déjà pour lui dire qu'est-ce qu'il a à apprendre de la part du cinéma? Il a fait 5 films, j'en ai fait aucun. Mais qui suis-je pour apprendre du fait de faire du cinéma? Je suis juste un critiqueur dans mon coin, évidemment. Mais il faut continuer à apprendre, ça c'est sûr et certain. Il faut continuer à apprendre constamment du cinéma, constamment de tout ce qui se passe dans le cinéma, de toutes les techniques, être curieux, c'est la base de tout le cinéma, évidemment. Mais il faut vraiment continuer quand même à apprendre également en termes de... Parce que je vois Rosé Chevalier qui dit c'est l'archétype du technicien, à chaque question il a des réponses techniques et il dit pas ce que ça implique pour la mise en scène, tout ça, voilà, technique. Je suis d'accord avec toi, et je sais que t'es de l'école Tarkovsky qui dit l'outil finalement ça sert à rien, c'est juste l'intention qui compte, tout ça, je te rejoins évidemment. Mais il y a quand même un truc qui moi perso me déplaît peut-être, c'est que pour moi c'est aussi en réfléchissant aux outils qu'on réfléchit à sa propre mise en scène. Donc c'est pour ça que pour moi, s'il commence déjà à réfléchir les outils, il peut commencer à réfléchir à qu'est-ce qu'il a envie de montrer. Et c'est généralement en voyant des outils, moi je sais que je fonctionne beaucoup comme ça, c'est généralement quand je vois des outils, que je commence peut-être parfois à réfléchir à des idées qui pourraient embellir ces outils-là, et que ces idées-là, je les avais déjà en fait un petit peu en tête, mais j'avais pas de manière de les formuler, et le cinéma est une manière de formuler des idées qui est ultra pertinente, qui est ultra intéressante, mais c'est justement en voyant parfois des outils qu'on découvre des idées qui étaient enfouies en nous-mêmes, parce que les idées, d'où viennent les idées, c'est Deleuze, vous pouvez divaguer pendant des années là-dessus évidemment, mais les idées pour moi elles sont enfouies en nous-mêmes, et juste il faut trouver le moyen de les déterrer et les moyens de les exprimer, et pour ça il faut passer par des outils. C'est la base aussi, en grande partie, du cinéma.